Bonjour Dounia Bouzar, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne YouTube Les Confs d'Université, bonjour à ceux qui nous suivent également sur la page academia.edu. Alors bienvenue dans cette nouvelle conférence interactive portant sur une thématique complexe et polymorphe. Alors nous allons parler de radicalisation, d'extrémisme, du glissement de sens de ces concepts et de leur étroite relation aux faits religieux, on l'a compris, à l'islam. Alors nous parlons avec la plus grande spécialiste du fait religieux, Dounia Bouzar. Tu as siégé au Conseil français du culte musulman entre 2003 et 2005. Tu as ensuite démissionné. Tu vas nous dire pourquoi. Tu as été nommé par Nicolas Sarkozy. Tu as également travaillé avec Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Tu as également travaillé avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Tu as été nommé héros européen par le Time Magazine. Alors, je m'arrête là pour le CV. En 2016, tu t'opposes à la déchéance de la nationalité française et tu fais un communiqué. Alors, ce que j'ai retenu de ce communiqué, va-t-on recommencer à relier l'origine ethnique des individus au processus de radicalisation? Première phrase et dernière phrase, l'amalgame renforce toujours les radicaux. Alors, tu vas peut-être nous faire par la suite un petit commentaire. Faut-il peut-être rappeler que cette radicalisation, cette violence n'est pas intrinsèquement liée à une religion, à une communauté? Alors, lorsque j'ai vu les statistiques liées aux extrémismes hors djihadistes, islamistes et tous les mots qui finissent par isme, j'ai été choqué par l'ampleur du problème et devant la globalité de ce problème-là. Alors, en tout cas, selon le Global Terrorism Database, la situation reste préoccupante, notamment dans des zones précises, comme les pays du Moyen-Orient, l'Afrique occidentale. En ce qui nous concerne, nous nous focalisons sur l'Europe et particulièrement sur la France. Alors, comme je m'intéresse au regard croisé porté sur la France, je vous citerai un rapport parlementaire canadien de 2018 faisant état d'une situation particulièrement préoccupante en Europe de manière générale et en France en particulier par rapport à l'engagement des jeunes européens et jeunes français dans des groupes extrémistes. Et donc la tranche d'âge qui est la plus concernée est celle entre 20 et 30 ans. Donc ça se recoupe avec ce que tu retrouves dans tes études également. Alors, nous parlerons du pourquoi, nous parlerons du comment, mais il semble que la quête identitaire apparaît chez certains comme l'un des principaux facteurs d'engagement, notamment chez les jeunes occidentaux. Alors, cette quête identitaire en France est accentuée par une glottophobie à une très grande échelle, ce qui conduit à des insécurités linguistiques et culturelles, qui entretient le malaise identitaire de certains, malaise qui vient se superposer à d'autres formes d'exclusion liées au faciès, à l'emploi, etc., etc. Cela va à l'encontre de la tradition intégrative et méritocratique à la française. En théorie, la logique du mérite, c'est apprendre à dire « je ». Et donc pour passer du nous au jeu, il y a tout un processus, il y a quelquefois on est obligé de nous faire violence. Alors nous allons parler de ce qui pousse ces jeunes à adhérer à ces discours qui leur sont directement adressés de manière très particulière, très personnelle, et nous parlerons également des facteurs de désistance. Mais avant de nous parler de tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Oui, bonjour Gilléria, merci de donner ce moment d'échange avec des collègues. Ce qui est le plus important pour moi dans ma présentation, c'est quand même d'avoir été éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse pendant 17 ans, donc vraiment une vieille femme de terrain, et d'avoir repris mes études sur le tard. Donc je suis finalement une jeune docteure, mais j'ai beaucoup d'expérience de transpiration commune avec les jeunes. Je travaille sur différents domaines auprès des institutions, auprès des élus et auprès des entreprises aussi, sur le lien entre la théorie et la pratique. C'est vraiment mon angle. Donc, comme tu l'as dit, j'ai été mandatée un peu par les parents, c'est-à-dire qu'en 2014, j'ai sorti un énième livre parce que je comprenais pas pourquoi le discours dit radical de l'islam radical, qui n'est finalement pas du tout le discours de l'islam radical, qui est, on va dire, un discours qui manipule certains termes de l'islam
pour avoir autorité sur les jeunes. Pourquoi ce discours faisait de plus en plus autorité sur les jeunes? C'est-à-dire pourquoi, moi, mon angle, c'est toujours un discours, il fait autorité quand il fait sens. C'est-à-dire quand il donne du sens à la vie de la personne. Et moi, j'étudie ça, c'est le boulot de l'anthropologue, hein, puisque je suis un doctorat en anthropologie. On n'est pas théologien, mais on travaille sur pourquoi l'être humain comprend ça plutôt que ça, quels sont les contextes, les interactions qui font que l'être humain comprend sa religion comme ça. Donc, je me demandais pourquoi ce discours extrémiste faisait autorité sur autant de jeunes. Et au moment où je sors ce bouquin qui s'appelait Désamorcer l'islam radical, donc titre que je regrette, beaucoup de parents m'appellent et finalement se mettent en colère contre le gouvernement. On est tout début 2014 en disant mais rien n'est fait. Alors les parents qui me contactent sont des parents plutôt de classe moyenne, plutôt des policiers, plutôt des éducateurs, plutôt des profs, voilà, plutôt c'est des gens qui me ressemblent et qui du coup me disent mais nous on n'est pas du tout musulmans ou alors on est culturellement vaguement sympathisants musulmans comme ils disent, mais on n'est pas du tout dans la religion et pourtant on retrouve tout ce que vous décrivez dans votre livre. Notre enfant est en train de basculer. Parfois, il avait même vidé le livret d'épargne, prêt au départ, et personne ne nous aide. À quel départ, Dunya? Au départ, vers ce qui n'était pas encore Daesh, hein, puisque El-Baghdadi n'avait pas encore planté son drapeau, mais rejoindre les nouveaux frères et les nouvelles sœurs rencontrés sur Internet, puisque 99% de ce discours passait par Internet et par les réseaux sociaux pour faire autorité sur les jeunes. C'était très peu des réseaux physiques en 2014. Bon, et à partir de... Les parents se sont mis en colère contre le gouvernement à l'époque, en disant on est complètement seul. Quand on va voir quelqu'un, la gendarmerie, l'assistante sociale, qu'on demande conseil, les institutions nous disent votre enfant est en train de se convertir et nous on sent bien que c'est pas une simple conversion, on sent bien qu'il adhère à quelque chose qui banalise la violence et où c'est vraiment, il a changé de repère, on sent bien le biais cognitif. Donc à partir de là, j'ai été convoquée par le ministère de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, parce que tu as commencé par ça, et Bernard Cazeneuve avait quand même une vue très complexe des choses, et dès que je lui ai montré quelques cassettes de chefs de groupe qui parlaient aux jeunes, puisque j'avais la chance d'avoir des policiers qui étaient venus vers moi et ils avaient mis des espions sur les ordinateurs de leurs enfants. J'ai été l'une des premières à part la DGSI, à récupérer des communications des recruteurs avec les jeunes par Internet. Quand j'ai montré ça au ministre, immédiatement, quelques jours après, il m'a mandaté pour que je quitte mon cabinet d'expertise, que je monte une association, que je réponde à un appel d'offres, que je fonde une équipe et que je m'occupe à la fois de défricher le phénomène, parce qu'à l'époque, personne n'y comprenait rien, même les plus grands islamologues, chercheurs, géopoliticiens qui ensuite ont un petit peu été déçus que ce soit moi. Ensuite, justement, c'est bien que tu parles de ça. À quel moment on peut avoir l'étiquette d'islamologue en France? Moi, alors sans citer de nom, parce que moi je suis contre personne, on apprend de tout le monde, mais j'ai l'impression que dès lors qu'on s'occupe de cette population qu'on identifie comme arabo, islamo, d'origine maghrébine habitant les banlieues, on peut être à la fois spécialiste de la Syrie et de la banlieue nord de Paris. Et entre les deux, il y a de l'islam. Donc voilà, il me semble que tu es l'une des rares spécialistes de ce fait-là, mais de manière empirique. C'est-à-dire pas sur le papier. Si, sur le papier, parce que j'ai publié beaucoup d'études scientifiques et d'articles scientifiques, donc on peut dire que c'est sur le papier, mais bon, à cette époque, les spécialistes à qui on pensait, c'était Gilles Kepel, Olivier Roy, des gens qui ont étudié la question du fait terroriste, et qui ont chacun un angle différent et qui sont généralement pas d'accord. C'est après, je pensais après que est venu un engouement pour ce sujet et que tout le monde s'est mis à écrire son regard en réduisant la problématique à sa propre grille de lecture.
les géopoliticiens voulant réduire le problème de Daesh à un problème géopolitique, les psychologues à un problème psychologique, les psychanalystes à un problème psychanalytique, les sociologues à un problème sociologique. Et c'est vrai que moi, je me suis nourrie de toutes les recherches, de toutes les disciplines, parce que c'est ce que Daesh a fait. C'est-à-dire quand on entend justement qu'on a accès aux vraies conversations des recruteurs en première main et qu'on a directement, qu'on est témoin de tout ça, on réalise à quel point Daesh a été interdisciplinaire et justement comment Daesh va adapter. Est-ce qu'il a été plurilingue? Alors non, moi les conversations que j'avais étaient en français. Et l'observation de ces discussions me permettait de voir à quel point ils allaient mettre plutôt des arguments géopolitiques pour les jeunes sensibles à la géopolitique, plutôt psychologiques à des jeunes fragiles psychologiquement, socialement à des jeunes discriminés, etc., etc. Et ils savaient justement être interdisciplinaires et il me semble que c'est important que les chercheurs s'unissent et croisent leurs regards plutôt que de vouloir réduire la problématique à leur champ d'expertise comme ça a été le cas. Alors je finis juste sur ma place pour que ce soit clair quand même de quelle place je parle. Donc Bernard Cazeneuve m'a mandaté pour former les équipes des préfectures et qu'elles deviennent interdisciplinaires. C'est important dans l'histoire de France parce que sa volonté c'était quand même que les flics fassent confiance aux éducs et aux psys et que les psys et les éducs fassent confiance aux flics. Et la culture d'une préfecture, c'est quand même plutôt la culture répressive. Donc ce n'était pas rien, il y a certains préfets qui d'ailleurs ont fait un peu de la résistance, d'autres qui ont marché. Et donc j'étais chargée de faire cette formation, de défricher le phénomène et de prendre en charge tous les premiers jeunes qui étaient récupérés à la frontière. Donc moi finalement j'étais mandatée pour 200, mais on est monté à 1000. J'ai suivi directement et indirectement, puisque les préfectures ont commencé à faire leur travail, le premier millier de jeunes de 12 à 28 ans qui tentaient de regagner Daesh. Avec donc accès à leur conversation et j'ai travaillé à peu près 3 ans avec 500 jeunes de manière plusieurs fois par semaine avec mon équipe pluridisciplinaire bien sûr pour essayer de comprendre, de défricher et puis de les amener à faire le deuil de cette utopie. Voilà, c'est juste pour rappeler la place de laquelle je parle au-delà de mon diplôme d'anthropologue. D'accord. Alors, j'aimerais que tu réagisses, s'il te plaît, à cette vignette. C'est un ancien porte-parole de Bill Clinton et c'est un peu les mots qu'il a tenus à l'endroit des gens comme nous qui tentent de comprendre un peu comment ça fonctionne, la radicalisation. Est-ce que toi, tu as vécu, tu as des mots durs qui te reprocheraient de vouloir excuser? Alors que bon, c'est pas ton rôle ni le mien, mais est-ce qu'on te l'a déjà reproché? Oui, bien entendu. Je crois que, en fait, il faut bien comprendre que face au phénomène de la radicalisation, la société se radicalise. Et les premières personnes qui deviennent binaires en miroir des djihadistes, ce sont les élus. Ils deviennent binaires, c'est-à-dire qu'ils vont être dans le blanc ou le noir, et ne plus rechercher la complexité, ne plus accepter la complexité ou la déconstruction, tout simplement parce qu'ils ont besoin de rassurer leurs électeurs et qu'un électeur est beaucoup plus sécure quand on lui dit « je maîtrise le phénomène, c'est un problème d'arabe »,« je maîtrise le phénomène, c'est un problème d'intégration de l'islam »,« je maîtrise le phénomène, je vais renvoyer tous les imams, je sais pas moi, qui ne veulent pas parler français ». Donc, quand vous mettez un peu sur la ligne de l'extrême droite, d'ailleurs, puisque du coup, sont aussi des visions binaires, et vous avez l'impression que vous allez gagner les élections, que si vous commencez à dire « oulala, alors attendez, Dounia Bouzar a dit qu'il y avait une dimension relationnelle, une dimension émotionnelle, que ça peut toucher n'importe qui, qu'il y a même des enfants de policiers, figurez-vous ». Bon. Là, ça devient compliqué, c'est pas rassurant pour les gens, ils vont moins facilement voter pour cette personne. Donc moi, effectivement, après la complexité que Bernard Cazeneuve avait essayé de mettre en place pendant 2 ans avec moi et mon équipe, j'ai dû renoncer, tu l'as lu, parce que quand Manuel Valls a repris les commandes de la politique avant les élections présidentielles, il a voulu détruire cette complexité d'approche, il a voulu... il avait lui aussi un petit côté binaire à avoir ce type de discours simpliste, de cause à effet, en faisant croire
on est en résonance avec les a priori, les stéréotypes qu'on connaît, c'est-à-dire que l'islam, par essence, serait une religion par nature donc violente et archaïque, incapable de partager des valeurs modernes ou des valeurs démocratiques, etc. Et du coup, évidemment, il a eu l'impression que ça permettrait à la gauche de gagner, alors que on a vu que c'était pas le cas. Mais du coup, donc en gros, on se cachait un peu derrière l'islam pour taper sur l'immigré ou celui qu'on identifie en tant que tel. Non, c'est pas tout à fait ça. On se cachait derrière on a réduit le terrorisme à un problème théologique, comme c'était le produit de l'islam par simple application au pied de la lettre de l'islam, et ça permettait de rassurer le peuple en rajoutant de l'altérité, de l'étrangéité sur cette religion qu'on déclarait définitivement très différente des deux autres monothéismes. C'était plutôt ça, et ça permettait, c'était une stratégie politique, purement politique, quitte à mentir aux Français. En montant d'ailleurs, j'ai mes premiers conflits avant la déchéance de nationalité, ça a été qu'on me demandait de cacher l'origine des jeunes qu'on retrouvait à la frontière avec, moi j'avais 12 policiers pour me protéger, 24/24, et on passait notre temps à récupérer des gamins à la frontière quand la police le faisait pas toute seule, et donc on me demandait de mentir sur l'origine des jeunes pour rassurer, pour dire on maîtrise. Le choc là, mentir, mais c'est-à-dire on te demande de dire qu'ils sont musulmans, c'est ça? Qu'ils sont nés musulmans, qu'ils sont de descendance maghrébine, etc. C'est ça? Oui, il y avait une ethnicisation des jeunes qui voulaient partir à Daesh, alors que mes premiers chiffres montraient. Alors ensuite, c'est devenu officiel, mais 5 ans plus tard. Et puis dans ces cas-là, c'est-à-dire moi j'avais 40%, pour vous donner une idée, que tous ensemble, qu'on soit clair là-dessus, 40% de jeunes qui étaient de familles catholiques ou athées, beaucoup d'ailleurs, qui étaient de familles athées. Et ça, clairement, voilà, il y avait une pression pour que je le taise. Ça a été mon premier conflit avec le tournant entre la différence entre la politique de Cazeneuve et la politique de Valls avant les élections présidentielles. Ensuite, il y a eu la déchéance de nationalité qui allait dans ce sens-là. C'était un peu la déchéance de nationalité, cette loi, on est pour ou contre, mais c'était une façon de faire croire au grand public que c'était tous des Arabes qui avaient une double nationalité. Ça venait valider ce biais, cette vision des choses, ce postulat qui était faux pour traiter le phénomène. Alors, c'est pas que parce que j'aime bien être comment dire, une personne intègre, mais c'est aussi parce que ça me semblait grave pour l'intérêt de la France de faire un postulat faux pour traiter un phénomène qui tuait des innocents. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut quand même un bon diagnostic pour avoir un médicament. Ah bah oui. Donc ça a été mes conflits. Et j'ai reçu les palmes académiques, j'ai reçu la médaille, j'ai reçu la Légion d'honneur en 2014 pour mon travail avec Cazeneuve, et ensuite j'ai été attaquée par des fake news montées par le changement de politique. Dounia, est-ce qu'on peut cartographier les lieux de radicalisation? Oui, au départ, alors attention, en 2014... excuse-moi, pourquoi je te dis ça? Parce que l'affaire Kelkal en 95, bon, elle a commencé un peu avant, mais le fait est que Lyon soit une plateforme entre la Suisse, le nord, le sud de la France, puisqu'il s'est passé à l'international, notamment en Algérie, bah, il a fait que Kelkal naisse à Lyon et pas ailleurs. Donc il y a forcément une raison à ce que ce soit Lyon et pas une autre ville. Et donc, est-ce que toi, tu retrouves cette logique-là dans tes études ou pas? Dans les études, c'est pas que les miennes d'ailleurs, là maintenant il y a un consensus aussi là-dessus. Alors d'abord, peut-être si on part au niveau mondial, il faut quand même rappeler à tout le monde que c'est la première fois qu'un discours djihadiste arrive à faire autorité dans des pays de culture et de fonctionnement aussi différents que les pays de l'Est, la Chine, le Japon, l'Europe, je veux dire, le discours, quand on voit les filières qui ont mené les jeunes vers la Syrie, vers la zone irako-syrienne, on a des jeunes de tous les pays. Donc ça veut dire quand même, on a retrouvé les bureaux de communication de Daesh qui embauchaient
des gens qui avaient bac+8 en communication, qui avaient fait des vraies études et qui arrivaient à se dire dans chaque pays qu'est-ce qu'on a promis à la jeunesse et qu'on n'a pas tenu, quels sont les idéaux des jeunes, quelles sont leurs frustrations. Et le discours n'est pas du tout le même en Tunisie qu'en France ou en Allemagne et en Angleterre. Alors, quand je lis ça et je t'entends parler, je pense au marketing politique. Est-ce que tu me corriges ou est-ce que c'est à peu près ça? Non, c'est ça. C'est vraiment du marketing djihadiste avec des agences. Alors, tu me posais la question de la langue. Moi, je n'ai pas entendu de recruteurs qui ne parlaient pas autrement qu'en français, quelquefois un peu en arabe. Par contre, ils avaient dans les agences de communication des adaptations non seulement à la culture et au fonctionnement politique du pays, mais aussi à la langue. Mais quand il y avait des façons de parler différentes, ils en tenaient compte. Donc tout était bien agencé, bien prévu de longue date quand ça s'est lancé. Au niveau français, on retrouve ce que tu as dit, c'est-à-dire il y a les grandes villes qui ont souvent été des plateformes, et puis toutes les villes frontalières, c'est-à-dire c'est pas pour rien que Montpellier, Lunel, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis, Annemasse, Annecy, beaucoup de jeunes sont partis, la Belgique, la frontière avec la Belgique, le nord de la France, Roubaix, Tourcoing, voilà. Donc si tu veux être proche d'une frontière et être une grande ville, ça facilitait l'organisation. Ça a facilité cette radicalisation et l'organisation qui a suivi. Oui. Est-ce qu'on peut avancer vers le comment et le pourquoi? C'était ça la question qu'on se posait, non? Oui. C'était ce glissement. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur ça? Oui. La première chose qu'il faut rappeler, c'est que avec le développement d'Internet et les réseaux sociaux, les recruteurs peuvent arriver masqués et viennent communiquer avec des quantités de jeunes sur Internet sans donner leur véritable identité. Contrairement à ce qui a beaucoup été dit, c'est pas le jeune qui va sur un site djihadiste immédiatement. C'est un jeune qui discute avec plein de gens sur ses réseaux sociaux et voilà. Bon. Et ces communications informelles permettaient à ce moment-là aux recruteurs de faire une espèce d'analyse du jeune. Est-ce que c'est un jeune qui est frustré par des injustices sociales? Est-ce que c'est un jeune qui a vécu beaucoup de discrimination? Est-ce qu'il est contrôlé 5 fois par jour au faciès dans son quartier? Est-ce que c'est un jeune qui a vécu la mort imminente de son père ou de son grand-père ou de sa mère? Est-ce qu'il a des questions par rapport à la mort? Est-ce que c'est un jeune qui a subi des sévices sexuels? Ça aussi, ça a été récupéré par Daesh. Alors, j'ai vu que un nombre important de filles, de demoiselles qui se sont engagées ou étaient sur le point de s'engager avaient subi des abus sexuels. Oui, ça je l'ai trouvé 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, parce qu'elles ont mis énormément de temps à parler. Et effectivement, on a été abasourdi par le pourcentage des jeunes filles qui partaient se marier à Daesh, c'est-à-dire qui partaient par le motif d'engagement de chercher un mari protecteur, parce que les journalistes ont dit elle cherche des maris, mais c'était pas une recherche de mariage, c'était une recherche de protection, une recherche profonde de protection. Et on s'est rendu compte que pour celles-ci qui avaient ce motif d'engagement, de trouver quelqu'un qui les protège, elles avaient à 90%, si mes souvenirs sont bons, été victimes d'abus sexuels ou de tentatives d'abus sexuels ou d'inceste ou de tentatives d'inceste. Pour résumer l'affaire, les réseaux sociaux et Internet ont permis aux recruteurs de faire une sorte d'analyse des jeunes et ensuite d'adapter l'idéologie djihadiste aux aspirations cognitives et émotionnelles de chaque jeune. Donc, ils ont construit des discours différents. Des discours que, si je les classe, on pourrait dire qu'il y a un groupe de discours qui ont une offre de monde meilleur. J'appelle ça l'utopie du monde meilleur. C'est-à-dire, avec la loi divine, si on ne fait plus confiance aux hommes, vous aurez un monde où il n'y a pas de discrimination, où il n'y a pas de racisme, où il n'y a pas d'injustice sociale, où il n'y a pas de discrimination, où tout le monde est égal, où les orphelins sont heureux. Enfin voilà, une espèce d'utopie de monde meilleur. Et puis vous avez un autre groupe qui est plutôt un meilleur soi, un meilleur homme. Je vais servir à quelque chose, je vais être utile, je vais avoir une place, je vais avoir un rôle, je vais être actif pour aller, par exemple, sauver
les enfants gazés par Bachar el-Assad, pour aller aider les musulmans à résister. Bon, voilà, c'est le meilleur moi, le meilleur soi, le meilleur humain, si tu préfères. On avait un peu les deux groupes. Et ce qui est vraiment nouveau, c'est que autant Al-Qaïda avait clairement un projet d'état théologique, s'adressait plutôt à des musulmans qui avaient déjà un niveau théologique. Et leur faisait miroiter les bienfaits de leur vision de l'islam, autant Daesh ne passait pas toujours par des arguments géopolitiques et pouvait tout à fait adapter, individualiser l'offre à tel point qu'ils arrivaient à presque pas parler d'islam pendant les premières conversations. Et ils avaient élaboré toute une stratégie en récupérant les techniques des États totalitaires, les techniques effectivement des discours islamistes, mais aussi les techniques des mouvements de dérive sectaire et de toutes ces mouvances de l'histoire, des techniques aussi reprises des nazis. Ils ont capitalisé tout ça, ils ont croisé tout ça et ils ont fait quelque chose de quand même de très élaboré qui effectivement a touché des médecins, des jeunes médecins. Nous avons sauvé dans cette équipe des quantités de jeunes qui ne croyaient pas en Dieu et qui finalement ont réussi à adhérer à cette utopie de monde meilleur avec la loi divine, donc c'était assez surréaliste, hein, surtout au début. Donc oui, ça c'est vraiment la caractéristique des recruteurs de Daesh qui était différente quand même de l'ancien temps. Tous ces jeunes qui ne croyaient pas, qui étaient athées, dans mes enquêtes sociolinguistiques qui n'ont rien à voir avec des enquêtes sur la radicalisation, hein, mais on me dit souvent que les personnes converties ont quelque chose à se faire pardonner, donc ils en font plus que les autres. Je refuse de parler de convertis. Ce ne sont pas des jeunes qui sont passés par la case recherche spirituelle. C'est des jeunes qui ont été approchés avec ce que j'appelle l'approche anxiogène du discours djihadiste, qui est un peu la même d'ailleurs que l'approche anxiogène du discours néo-nazi ou suprémaciste blanc actuel. C'est-à-dire que on va enlever la confiance du jeune dans ses interlocuteurs et dans ses grilles de lecture de la société, en lui faisant peur, en lui montrant que tout le monde est corrompu, qu'il ne peut pas faire confiance aux humains, alors encore moins à leurs profs qui veulent les endoctriner, encore moins à ses parents s'ils sont pas radicaux, encore moins à ses éducateurs qui sont payés par le ministre qui lui-même est payé par le Mossad pour éliminer l'islam, le vrai islam, pas l'islam du XIVe siècle. Ah oui. Donc il y a une espèce de petit à petit. Alors ça passe par des biais différents. S'ils trouvent, j'ai le témoignage d'une fille dans mes rapports de recherche qui adorait la musique et les clips vidéo. Alors ils lui ont montré que dans les clips vidéo il y avait les francs-maçons, que les francs-maçons étaient liés au Mossad et que donc en fait en lui faisant croire qu'elle écoutait de la musique, en fait on l'éloignait, on l'endoctrinait progressivement pour que elle devienne un automate et qu'elle n'ait plus de discernement, qu'elle ne voit plus les injustices du monde. Et alors il y en a d'autres qui vont passer par l'écologie, c'est un mélange de vidéos conspirationnistes, complotistes, et puis un discours quand même très élaboré. Et le jeune finit par voir un petit peu des mensonges partout, finir par se dire mais tous les adultes me mentent. Alors en plus, cette vision du monde est souvent étayée, c'est-à-dire il y a souvent un scandale d'un politique véreux qui arrive tous les 3 jours. Les adultes mentent, c'est vrai. Donc c'est étayé. Et progressivement, le jeune ne fait plus confiance à personne. Et la seule personne à qui il fait confiance, c'est l'interlocuteur anonyme qui lui a montré que les humains mentaient. Donc il y a une espèce d'emprise qui se fait de la personne qui lui a prouvé que finalement beaucoup d'adultes mentaient, qui avaient cette espèce de complot. Et puis arrive le moment où finalement on lui dit mais la seule force pour combattre tous ces gens, ces sociétés secrètes qui sont dans l'ombre, c'est quand même le vrai islam. Pas les musulmans qui sont eux-mêmes endoctrinés par la société, qui mangent avec les autres et qui travaillent avec les autres, mais le vrai islam. Et donc du coup,
quelqu'un qui n'était pas du tout dans la culture. Alors, juste une seconde, comment tu définirais selon eux le vrai islam? C'est un islam d'il y a 14 siècles ou c'est un islam, c'est ça? Non, c'est leur islam à eux. Ils se réfèrent aux salafis, aux vrais salafis quand ça les arrange. Moi, je me méfie de ce mot parce que quand j'étudie le glissement sémantique de ce mot, par exemple en Algérie, les salafistes sont ceux qui ne se mêlent jamais d'idéologie et de politique. Oui. En général, c'est des gens qui vivent en marge, mais que vous ne retrouverez jamais dans aucune mouvance extrémiste de, voilà. Alors, le mot en France et en Occident prend une autre épaisseur sémantique, j'ai envie de te dire. Donc, salafiste au sens des proches du prophète. Oui, c'est pour ça que j'ai dit salafi et pas salafiste. Mais ils s'y réfèrent quand ça les arrange. Dans ces conversations avec les jeunes, ils s'y réfèrent pas. Ils s'y réfèrent après, quand on est dans la dimension idéologique du processus. Là, on est vraiment dans l'approche émotionnelle, anxiogène. Donc, non, le vrai islam pour eux, c'est tout simplement que eux, ils ont du discernement, qu'ils voient des choses que les autres ne voient pas. Donc, soit tu fais partie du groupe qui a du discernement, qui voit comment la société va mal, comment on est manipulé, comment on est endormi, soit tu le vois pas et tu deviens un ennemi, ce qu'on appelle la vision binaire, nous et eux. Et si tu veux, ils commencent comme ça, dans l'approche anxiogène, de façon à ce que, en fait, le jeune se sente revalorisé, c'est-à-dire qu'avant, il se sentait comme on se sent quand on est jeune, hein, entre deux, avec des interrogations, des choses brouillons, le paysage est un peu flouté, on ne sait pas vraiment comment se positionner, et tout d'un coup, quelqu'un nous dit que on s'est pas rencontrés par hasard. Au fond, on a une capacité à sentir des choses que les autres ne sentent pas. C'est probablement un signe. Et on fait partie d'un groupe de gens très très triés sur le volet qui ont du discernement. Et tous les autres, c'est des endoctrinés. Donc ça va provoquer une rupture du jeune avec tout ce qui n'est pas le groupe radical. L'incertitude, en plus, fait que, alors ça sont des études psychologiques, plus le jeune, tout d'un coup, n'a plus confiance dans l'extérieur, plus il va surinvestir les gens du groupe qui lui parlent, qui le rassurent, qui ont la même vision du monde que lui, qui ont les mêmes repères, les mêmes références, la même analyse, des clips vidéo, des médicaments. Alors là, les vaccins, on va certainement avoir un après-Covid d'ailleurs qui va redoubler les mouvements, alimenter fortement tous les mouvances extrémistes puisqu'elles fonctionnent toutes comme ça, toutes avec cette approche anxiogène. Donc le jeune se sent en sécurité, paradoxalement, uniquement quand il se branche sur Internet avec le rabatteur qui va le conduire à la mort. C'est là où il se sent en sécurité. Ça, c'est au niveau de l'émotionnel. C'est un processus très complexe. C'est très difficile déjà à ce stade-là de prendre en charge un jeune comme ça parce que du coup, il devient parano, enfin entre guillemets. Il fait pas confiance, quoi. Il fait plus confiance à personne. Si le père ou la mère le dit, par exemple, quand c'est des Maghrébins, on va demander à Jeda ou à Jedi, à papa mémé, à papi, à mamie de venir t'expliquer un peu. Peut-être on a nié un peu ton instruction religieuse, qu'est-ce que tu racontes, que nous on n'est pas des vrais musulmans, comment ça on est des mécréants, mais qu'est-ce que tu racontes mon fils, tiens, on va faire un tour au bled ce mois-ci. Alors est-ce que je me pose la question, moi je retrouve ces problématiques avec mes informateurs, est-ce que c'est aussi lié à cette rupture identitaire avec les origines, enfin avec ce qu'on identifie comme étant leurs origines, parce que finalement on leur reproche quelque chose qu'ils n'ont pas. On leur reproche une arabité, une islamité qui pour la plupart la découvrent sur les chaînes d'infos au continu. Donc est-ce que c'est ce néant qui a produit cet excès? Quand 5 ans plus tard pour la Commission européenne je fais des statistiques, je me rends compte que le fait d'avoir une transmission à la fois sur la civilisation arabo-musulmane et à la fois sur l'histoire des religions, au moins, il ne s'agit pas d'un niveau de croyance, mais de l'histoire des religions, donc de la culture, évidemment c'est un facteur de protection et que le contraire est un facteur de risque. Je dirais pas que pour les personnes qui ont une histoire liée à l'immigration.
même pour les gens qui n'ont pas de parcours migratoire, en tout cas pas de parcours migratoire lié à la civilisation arabo-musulmane. Il n'y a pas non plus cette culture partagée. Et je le retrouve il y a un vide, en fait, c'est ce vide identitaire qui est comblé par quelque chose de néfaste pour eux. Alors, un vide identitaire, je ne sais pas. Par contre, un mépris pour la civilisation arabo-musulmane, une domination de tout ce que la civilisation arabo-musulmane a pu apporter au monde, et cette ignorance, que ce soit envers des gens qui s'inscrivent dans cette histoire-là, où là, ça a une portée identitaire, consciente ou inconsciente, ou que ça s'inscrive chez des jeunes qui n'ont pas de parcours migratoire, mais qui ont cette béance de culture, quand tout se pan, ça a été un facteur de risque, parce que voilà, le groupe de rabatteurs pouvait un petit peu manipuler alors mais des choses, le turban noir du prophète pour El-Baghdadi, le drapeau, le sceau du prophète, enfin vraiment fallait voir le niveau de manipulation, ne serait-ce que la notion de calife, enfin bref, tout était avec un mimétisme, avec ce qu'on appelle la foi du cœur, c'est-à-dire le fait de bien maîtriser l'arabe pour certains, pour d'autres qui ne parlaient pas d'arabe, bon bref, des symboles que la culture, que la connaissance aurait pu protéger, bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir 2 minutes sur le vocable radicalisation? Parce qu'une étude récente a révélé que ce terme était quasiment inexistant dans le discours politique avant 2001. Et puis, chemin faisant, ce terme s'est imposé comme un consensus, passant d'un sens dénotant l'éloignement de la normalité à quelque chose qui dénoterait un extrémisme violent. La question que je me pose, est-ce que ce glissement sémantique n'aurait pas imposé le glissement méthodologique du pourquoi au comment? Ouais, j'ai envie de dire, c'est pas le fruit du hasard. Dans la mesure où politiquement, les élites politiques ont intérêt à donc donner l'illusion qu'ils maîtrisent le phénomène et à essayer de le rendre, de le simplifier au maximum. Et puis évidemment d'unir leurs électeurs sur un ennemi désigné différent. Il est clair que le vocable radicalisation est devenu une évidence, une banalisation du fait que l'islam radical, ça veut dire à la racine, donc l'islam à la racine menait à la violence, et que du coup est apparue en même temps parallèlement la rhétorique des musulmans modérés. Alors ça, on en a mangé 30 fois par jour dans toutes les bouches de tous les élus politiques, où finalement ils expliquaient que, alors qu'est-ce que ça veut dire un musulman modéré? Ça veut dire qu'il faudrait être modérément musulman, un tout petit peu musulman, chouïa musulman, pour ne pas poser de bombes. Et qu'en fait, plus vous êtes musulman et pratiquant, plus vous êtes à la radicalisation, à la base, au fondement de l'islam, plus vous allez être violent, puisque cette religion mène à la violence. Bon, donc oui, toutes les politiques ensuite non plus travailler avec les familles comme je le faisais, non plus travailler comme ça, entre on a dit mais il n'y a absolument aucune utilisation des dérives sectaires. Dounia Bouzardi n'importe quoi, c'est un engagement politique, c'est un engagement théologique, ce sont des gens qui sont convaincus, et évidemment que la société a eu envie de croire ce type d'experts et de chercheurs, parce que c'est rassurant, ça évite d'être impacté, il y a nous et les autres, et du coup ça a quelque chose d'apaisant. La complexité est plus fatigante que une chose simplifiée. Donc oui, le vocable radicalisation va avec tous ces, alors jusqu'à aujourd'hui, toute cette tendance à vouloir réduire à un problème théologique le phénomène de la radicalisation. Tout à fait. En gros, ils construisent des représentations et suggèrent les mots pour les exprimer. Tout à fait. On retrouve aussi quelque chose d'important dans le processus de radicalisation, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle la dimension relationnelle. C'est-à-dire qu'on se rend compte que
les jeunes souffrent de l'individualisation de chacun pour soi et ils recherchent un groupe. Alors c'est aussi l'âge, hein. C'est pas pour rien que le discours djihadiste fait autorité sur des jeunes qui passent majoritairement à l'âge adulte, avec une adolescence parfois un peu tardive, parce que c'est un âge où on cherche un idéal, on cherche un groupe de pairs, PAIRS, et on cherche un peu d'adrénaline, un rite initiatique, quoi, se montrer qu'on est capable d'être un adulte. Et du coup, la question relationnelle, elle est très très forte dans le processus de radicalisation. C'est-à-dire que avec cette approche anxiogène dont j'ai parlé et cette importance que prend le groupe radical qui est virtuel, hein, je rappelle que c'est une exaltation de groupe virtuel qui se fait par Internet, hein, c'est un peu une tribu numérique, hein, si tu veux, mais ils sont en fusion totale. C'est-à-dire que ils s'appellent toute la journée, ils se font des textos toute la journée, ils dorment pas la nuit, ils ont plus d'espace privé, ils partagent tout ensemble, ils se font des textos pour savoir s'ils doivent rendre la monnaie à une pharmacienne qui s'est trompée, enfin je veux dire, il y a plus d'espace privé, il y a une espèce de mimétisme qui se met en place. Il y a aussi des techniques d'uniformisation des corps, parce que quand même le niqab, il y a une banalisation du niqab par ses mouvances, parce qu'ils savent très bien que ça va uniformiser les corps des femmes et que du coup elles vont toutes être identiques, un peu en copier-coller les unes avec les autres, et ça va contribuer au sentiment qu'on a les mêmes sentiments, qu'on a les mêmes sensations. J'ai beaucoup de filles qui me disaient dans la rue, quand je voyais une niqabée, je croyais que c'était mon miroir, un autre moi-même, je me sentais tellement proche d'elle. C'est-à-dire, il y a ce sentiment d'être compris, de partager des émotions fortes qui est très très important chez les filles et chez les garçons. Et ça, c'est difficile. C'est-à-dire qu'après, quand on prend en charge les jeunes, en plus, ils vont être considérés comme des terroristes en herbe. Ce qui est le plus difficile, c'est pas de les mener à faire le deuil de l'utopie, d'un monde meilleur ou d'un meilleur humain avec la loi divine. Le plus difficile, c'est de leur faire le deuil de ce sentiment de fusion, d'invincibilité aussi quelque part qu'ils avaient avec les frères et avec les sœurs extrémistes. C'est-à-dire la proximité qu'ils ont trouvée. D'ailleurs, ils le disent, je les aimais plus que mes propres frères et sœurs. Je les aimais plus que mes parents. Je veux dire, il y a quelque chose d'exalté, qui se fonde dans ce processus, et cette dimension relationnelle, elle n'a pas été assez parlée. Il y a quelques anthropologues qui en ont un peu parlé sur le tard, mais nous, on l'a vu très rapidement parce qu'on voyait bien que il fallait proposer du collectif à ces jeunes pour les sortir. Fallait proposer, c'était pas forcément un contre-discours qu'il fallait leur proposer, puisqu'au fond ils s'en foutaient un peu de la question de l'islam. C'était un contre-engagement, c'est-à-dire un autre groupe où ils soient utiles, où ils aient un rôle, où ils soient en fusion, où ils aient des objectifs communs. Voyez, alors par exemple ceux qui allaient pour des motifs humanitaires, on les mettait dans des associations qui faisaient des choses humanitaires en France quand ils n'étaient pas encore trop fichés. Il fallait vraiment trouver un contre-engagement, un engagement alternatif compatible avec le contrat social, mais pour qu'ils ressentent les mêmes sensations. Donc ça, c'est la dimension relationnelle, elle est importante. Au niveau de la dimension idéologique, la troisième dimension théo-idéologique, bien sûr, il y a la manipulation de l'islam, mais je voudrais quand même revenir sur plusieurs choses qui sont pas faciles. Il y a cette manifestation, cette manipulation du principe du tawhid, qui est l'unicité de Dieu chez les musulmans. Chez les musulmans normaux, j'ai envie de dire, c'est bien sûr la résonance du fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que les juifs et les chrétiens, c'est deux prophètes différents mais qui sont sous la même divinité, et ça nous permet de considérer tous les humains comme des humains, d'avoir un dialogue interreligieux, etc. Par contre, le discours djihadiste a, copié sur le discours disons wahhabite, pour transformer le principe du tawhid dans une espèce de quête obsessionnelle de refuser tout ce qui vient de l'humain et de faire croire aux jeunes que tout ce qui vient de l'humain, ce serait du polythéisme. C'est-à-dire que quand même,
le jeune croit que s'il écoute un musicien, il place le musicien au même niveau que Dieu, que s'il regarde une photo, il place le photographe au même niveau que Dieu, que s'il lit un philosophe, il met le philosophe au même niveau que Dieu, le footballeur, s'il regarde un match de foot, le footballeur au même niveau que Dieu. Enfin bref, il y a une espèce c'est le bannissement des icônes, c'est cette multiplicité qui fait peur à ces gens-là. Je pense que c'est une manipulation pour vraiment mettre le jeune dans une situation d'auto-exclusion et d'une telle angoisse que du coup ça comment dire, ça le pousse à encore plus investir le groupe radical, puisque le groupe radical est le seul à reconnaître le danger de marcher dans la rue, de voir des publicités. Ça va jusqu'à prendre le métro, puisqu'un clochard peut rentrer avec un violon. Enfin, moi, j'ai des jeunes qui sont tombés dans les pommes parce qu'un clochard rentrait avec un instrument de musique et que ils éprouvaient une sensation positive en écoutant de la musique et se disaient « je vais aller directement en enfer parce que du coup, si j'éprouve une sensation, c'est que je mets ce bonhomme-là au même niveau que le créateur. » Donc, c'est quand même une angoisse poussée. Je ne suis pas sûre que tous les chercheurs en aient conscience. C'est quelque chose de très très fort et ça va prendre des mois et des mois et des mois de réassurer le jeune pour lui faire comprendre que c'est pas parce que il regarde une image, un tableau que ça revient à faire du shirk, à faire. Rassure-moi, Dounia, tous ces jeunes-là n'ont pas vocation à s'exploser. Alors là, tu vas vite. Là, on est vraiment dans le processus et effectivement, une fois que tu as cette dimension anxiogène, où tu n'as plus confiance en personne, où tu vois des menteurs partout, où tu surinvestis le groupe radical, donc cette approche relationnelle, et puis cette approche idéologique, théologique, où tu as peur de tout ce qui vient de la culture, ça va produire un changement cognitif. Dans le changement cognitif, j'ai été dit, ça fait une vision binaire, tout ce qui n'est pas moi devient mon ennemi, et puis ça va accentuer le sentiment de persécution. Ça, c'est quelque chose de très important puisque tu te sens persécuté de partout. Tu sors de chez toi, tu vois une publicité, tu allumes la télé, tu vois une image. Tu vas à l'école, on te fait faire un dessin. Donc, les trois approches se surenchérissent les unes et les autres. Et plus tu as l'approche anxiogène, plus tu investis le groupe, donc tu as une approche relationnelle, plus tu es là-dedans, plus tu as peur de tout ce qui est culturel et artistique. Ce changement cognitif, on te prive pas de la culture pour rien. On te prive de la culture parce que si tu réfléchis, on a des sensations grâce à la culture, l'être humain. C'est la musique qui nous permet effectivement d'avoir une sensation, c'est la philosophie, c'est le dialogue avec les autres, c'est les discussions, c'est l'art. C'est ça qui nous permet d'être des humains. Et si on les empêche d'avoir accès à ça, petit à petit, c'est même, ça a été fait aussi par les Khmers rouges, ça a été fait aussi par ces processus que tu retrouves dans toutes les mouvances qui mènent à l'extrémisme violent. Il y a une sorte de déshumanisation de soi qui se met en place. C'est-à-dire que petit à petit, le jeune, même le lien humain, même l'amitié humaine, ils ont l'impression que c'est un signe de fragilité et ils ont l'impression que ça les détourne de Dieu. C'est-à-dire que il y a l'idéologie prend toute la place à l'intérieur de la personne. La personne n'a plus de corps. La personne est envahie par sa conviction. Et progressivement, elle se déshumanise. Donc, tu le vois, alors après, ça se transforme en indicateur d'alerte. C'est-à-dire que tu le vois quand le jeune, par exemple, il est parti avec des frères ou des sœurs, et il va même plus appeler ses parents, ou quand il appelle, il dit 3 mots. Il dit même plus, il veut même plus parler à personne. Il coupe avec son ancien ami. Bon, ça fait longtemps qu'il a arrêté ses activités de loisirs, qu'il va plus à l'école, qu'il travaille plus, mais voilà, il y a une certaine il y a un état de dépression qui s'installe où ça devient juste une deuxième normalité. C'est pas une dépression, c'est une exaltation. C'est-à-dire que il y a un sentiment d'invincibilité. Quand tu n'as plus peur de rien, quand tu te sens finalement au-dessus des souffrances humaines et des choses humaines, tout d'un coup, le jeune, c'est comme s'il devenait un peu un Superman, une Superwoman. Il n'y a plus rien qui le touche. C'est une exaltation. Là, on le voit bien parce que si tu veux, tu as des changements
dans l'apparence, les yeux qui brillent, tu le sens. C'est un sentiment d'invincibilité. Une jeune fille m'a dit, mais tu vois, quand je retrouvais les sœurs, j'avais plus peur du cancer, j'avais plus peur du chômage, j'avais plus peur de ma mère qui m'a maltraitée depuis que je suis petite, j'avais plus peur de ce que pensent les autres, j'étais au-dessus de tout ça. Et d'ailleurs, dans la sortie de radicalisation, là aussi, ça va être très difficile de revenir à quelque chose d'humain. Très, très compliqué. On appelle ça la toute-puissance, une sorte de toute-puissance qui se met en place, toute-puissance divine, où presque les jeunes prennent presque la place de Dieu. Ils ne sont pas soumis à Dieu. Ils prennent la place symbolique de Dieu, quelque part. Ils récupèrent la force de Dieu en leur nom propre. D'accord. Bon, et alors là, évidemment, là aussi, la propagande va accentuer ça. C'est-à-dire qu'elle va leur passer toutes ces vidéos, il y a une banalisation de la violence, ils appellent ça les dommages collatéraux, vont être nécessaires pour régénérer le monde. On parle beaucoup de régénération du monde, de régénération de l'humain. Donc, il y a une espèce, tout ça est bien imbriqué. Et ensuite, évidemment, la dernière phase, c'est bien la déshumanisation des victimes, c'est-à-dire que progressivement, les victimes ne sont pas considérées comme des êtres humains, mais comme des choses, ce qui va permettre de les couper en morceaux. Ils font pas que tuer leurs victimes. Ils enlèvent l'aspect de similitude humaine en les tuant. C'est important parce que c'est aussi des procédés qu'on retrouve dans les autres mouvements d'extrémisme violent. Donc, voilà un petit peu quelque chose. Excuse-moi, dans la fabrication de ce héros négatif, quel est le rôle des médias? Parce qu'il y a un côté symbolique, exaltant, comme tu disais, et donc on sent qu'ils ne peuvent atteindre que ce côté symbolique exaltant que via les médias. Et le passage en boucle de ce qu'ils ont fait, et donc la construction de ce héros négatif n'est accomplie que via les médias. Et donc, dans quelle mesure on peut responsabiliser les médias pour ne pas contribuer à ce processus? Il y a deux sortes de responsabilisation. Il y a effectivement cette publicité du héros négatif. Ça me fait penser à une de leurs affiches qu'on retrouvait dans tous les téléphones de mes jeunes, où ils avaient marqué avec moi tu peux passer du zéro au héros. Bon. Donc oui, bien sûr, il y a cette publicité où c'est la seule fois où on parle des musulmans pour quelque chose de médiatique, puisque on parle jamais des choses qui vont bien. Et puis il y a quand même quelque chose d'encore plus grave. C'est la validation du postulat de Daesh, c'est-à-dire que finalement les médias reprennent les définitions de l'islam de Daesh quand elles parlent de Daesh. C'est-à-dire elles présentent ça comme une simple application de l'islam, comme les élus politiques. Il y a guère de différence entre les discours médiatiques globaux et les discours politiques, dans leur majorité, qui reprennent les définitions de l'islam de Daesh, ce qui fait que le jeune est quand même envahi par un univers de sens où tout converge. C'est-à-dire les non-musulmans, les musulmans disent tous la même chose. L'islam, c'est poser des bombes. Donc, évidemment que ce qu'il faudrait, et moi, ce que j'apprends quand je forme les gens, c'est au contraire de ne jamais valider ce que le jeune veut faire passer pour une simple application de l'islam, même de commencer tôt, c'est-à-dire un jeune qui refuse de travailler avec une femme ou de travailler avec une femme, au lieu de se dire ah ouais il est musulman donc c'est comme ça chez eux, ah mais oui mais ils les lapident les femmes et puis ils font ci puis ils font ça, c'est ah bon qu'est-ce qui fait que toi tu as envie de comprendre que l'islam interdirait de travailler avec une femme? Ah c'est marrant, je suis surprise, je connais plein de Marocains qui travaillent avec des femmes, la mixité n'est pas interdite au Maroc. Ah je suis surprise, explique-moi pourquoi toi, tu as envie de comprendre que l'islam ne te permet pas de travailler en mixité. C'est-à-dire qu'on revient à l'individu et on se demande pourquoi l'individu a envie, a bénéfice à comprendre plutôt ça que plutôt ça, et pourquoi il va adhérer à une interprétation qui interdit la mixité au lieu d'adhérer à une interprétation qui valorise la mixité. Mais faudrait-il encore que dans le champ des rhétoriques et des lexiques et des discours publics, il y ait plusieurs façons de comprendre l'islam. Or, ce n'est pas le cas. Les médias valident l'interprétation soit des djihadistes,
soit de ce qu'on pourrait appeler les salafistes YouTube. C'est pas des vrais salafistes, c'est pas des orthodoxes qui connaissent leur islam, c'est souvent. Et peut-être parce que les médias sont souvent dans ce qu'on appelle des prophéties. On est dans l'attente de ce qu'on annonce depuis un moment, et dès que ça se produit, eh ben, ça veut dire qu'on a eu raison. Et donc ces prophéties-là sont tellement répétées que finalement, on a l'impression qu'ils sont eux-mêmes exaltés quand un drame se produit. Oui, mais moi qui travaille sur ces sujets-là depuis bientôt 20 ans, même plus que 20 ans, depuis le temps que je dis 20 ans, c'est quand même un peu désespérant parce que oui, ce sont des prophéties autoréalisatrices et c'est une catastrophe. On a l'impression d'être pris en sandwich. Et en plus de ça, on voit bien que ça alimente maintenant ce qu'on appelle le néonazisme ou le suprémacisme blanc qui monte, qui s'organise aussi, qui devient de plus en plus violent à la fois en Europe et aux États-Unis, qui se sert aussi d'Internet et des réseaux sociaux pour galvaniser ses troupes, et du coup, qui partage les mêmes postulats sur l'islam que Daesh et les discours politiques et la globalité des discours politiques et médiatiques. Donc ils sont tous alignés sur la même définition de l'islam, et bah, du coup il faut reproduire de la complexité, de la pensée, mais enfin il y a quand même une volonté claire de faire taire ceux qui sont dans la complexité, on ne peut pas dire autrement. Oui, c'est ce qui vous est arrivé peut-être, non? Oh ben complètement. Complètement, j'ai plus accès, je suis dans une situation où je n'ai plus accès à aucun débat public. Il n'y a plus aucun... public, t'entends médiatique aussi. Oui, je ne peux plus participer à un débat depuis que Manuel Valls, enfin, en tout cas, depuis que j'ai eu une délégitimation publique qui venait de je ne sais pas où, quand j'ai refusé le renouvellement de ma mission ministérielle, donc j'ai quand même refusé 600 000 €, hein, j'ai eu un déferlement de fake news sur mes jeunes, sur mon éthique, sur ma déontologie, qui ont envahi les médias, et du coup, c'est très compliqué ensuite de reprendre une place dans le débat public et de réintroduire de la complexité. Oui, j'imagine, mais par la suite, me semble-t-il, tu as été rappelé par une commission européenne ou par le Parlement européen. À l'extérieur de la France, bah, heureusement, comme je vis de mes expertises, c'est très compliqué. Moi, j'ai pas de salaire de professeur. Oui, bien sûr, l'Europe, la Suisse, la Belgique, les États-Unis. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où j'ai été reconnue à l'extérieur de la France, mais il y a quand même quelque chose de douloureux pour un intellectuel, c'est que bon, moi je suis profondément attachée à la France, vraiment, je suis très attachée à mon pays. Donc j'ai sauvé 1000 jeunes, très bien, enfin 800 sur 1000. Sauver les jeunes des autres, faire de la prévention dans les autres pays. Bon, ça me fait plaisir, ce sont des jeunes, mais savoir qu'en France, plus rien n'est fait auprès des familles, les familles n'ont pas d'aide, la seule solution qu'elles ont, c'est d'appeler la police, de ficher leur enfant, sans même avoir un diagnostic, sans même savoir si le jeune, peut-être, il met de l'islam en avant parce qu'il est en crise d'ado, parce qu'il a trouvé que quand on met de l'islam en avant, bah dis donc, ça déstabilise l'adulte, ça marche vachement mieux que la drogue, hein, ou les cheveux rouges, ou bien pour appeler à l'aide, pour qu'on s'occupe de lui. Enfin, je veux dire, il faut analyser la fonction de l'islam dans la mise en avant de l'islam en avant, c'est-à-dire l'islam est devenu un objet qui a pris des sens multiformes, et si vous ne savez pas analyser la fonction de cet islam mis en avant par ce jeune-là, vous ne pouvez pas répondre à son besoin. Et Daesh, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a fait miroiter aux jeunes qu'ils allaient, eux, répondre à leurs besoins et à leurs idéaux. Donc, pour être contre Daesh, c'est pour ça que j'ai échappé à 3 attentats, hein, c'est parce que moi j'ai analysé ça avec l'aide de mon équipe et de mes policiers, et du coup j'arrivais à montrer aux jeunes que nous on pouvait combler leurs besoins, mais que Daesh leur avait menti. C'est-à-dire, comment vous relancez le processus cognitif d'un jeune qui est pris comme ça dans une fusion de groupe, dans un sentiment d'invincibilité? Vous relancez le principe cognitif en lui montrant le décalage entre ce que Daesh lui a promis, un monde meilleur, le chauffage gratuit, la nourriture gratuite, et protéger les enfants gazés par Bachar el-Assad, etc. Le décalage entre ce qui lui a été promis et la réalité des actions du groupe terroriste. Bah, il tue tout le monde, le chauffage est gratuit,
que pour ceux qui font allégeance, les autres, ils crèvent à la frontière sous détente, sans médoc, etc. Les enfants gazés par Bachar, il y a que quand leur père fait allégeance qu'on le sauve, sinon on le tue aussi, etc., etc. Donc, vous arrivez à rouvrir une fenêtre cognitive qu'en provoquant une espèce de dissonance cognitive entre la promesse du discours de la propagande, du discours individuel qui a été fait sur lui, et la réalité des actions. Donc, vous avez besoin des repentis. Parce qu'il faut avoir vu Daesh dans les yeux pour revenir en France et mieux que Arte dire « Ah non, mais ils ont dit qu'ils faisaient ça, mais en fait, voilà comment ils agissent. Voilà ce que j'ai vu, des têtes coupées sur des pics avec les lanternes de Noël sur la place de Raqqa. Voilà ce que j'ai vu. Ils l'ont tué à bout portant, il avait 3 ans, le gamin. Voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. » Et moi, j'ai travaillé avec des repentis. Parce que sans repentis, pour moi, je pouvais pas provoquer ce qu'on appelait cette réouverture cognitive de la part des jeunes. Et on t'a reproché le fait d'avoir travaillé avec des repentis. Oui, voilà. Là, j'ai donné les armes pour me finir de ma mort sociale. Voilà. C'est incroyable en France. Alors, je pense que partout aux États-Unis, même en Italie, ils disent mais on comprend pas. Bien sûr que nous, on les embauche, les repentis, surtout des vieux repentis, parce qu'on me l'a reproché notamment sur la question de Farid Benyetou, qui était un ancien chef d'Al-Qaïda. Mais pourtant, quel niveau intellectuel de maturité, une fois qu'il retourne les armes qu'il avait pour embrigader tous les gens qu'il a menés à la mort, quelle richesse de faire le chemin inverse et de montrer aux jeunes la façon dont il a été manipulé. Et en plus, quelle énergie, c'est-à-dire que il n'aura jamais les mains propres. Lui, il est gris. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas supporté. Il n'est pas tout noir, puisqu'il a donné plusieurs terroristes, il les a vendus, il les a fait tomber, il les a fait arrêter, il a fait 6 ans de prison, il est devenu infirmier, donc il n'est pas tout noir, mais il n'est pas blanc non plus, puisque à cause de lui, des gens sont morts, c'est lui qui a embrigadé les frères Kouachi, puis il a mené plein de jeunes à la mort, donc il est gris, et c'est ce que la société ne supporte pas. Mais ce fait qu'il n'aura jamais les mains propres, c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit, j'ai payé ma dette à la société avec mes 6 années de prison, mais je n'ai pas payé ma dette à Dieu. Et toute ma vie, je serai en dette parce que j'ai mené des gens à la mort. Donc, l'énergie qu'il a pour suivre les jeunes tous les dimanches, tous les samedis avec moi, pour les accompagner un par un, pour ne pas compter ses heures, etc., il n'y a qu'un repenti qui peut faire ça. Dans cette binarité, ils n'ont pas de place. C'est une tache grise. Ah. Donc effectivement, c'est un problème. Alors la question, alors moi j'ai posé des questions autour de moi. Il y a une quantité de questions, je les ai synthétisées. La première, c'est est-ce qu'il y a des signes ostentatoires qui te permettent de dire à une maman, un papa, de dire là il y a un problème, il faut que je consulte? Non. Si c'était visible, ce serait bien, ce serait comme la rubéole. Non, c'est plutôt au niveau du comportement. C'est plutôt, nous, on commence à mettre les indicateurs interrogatifs, on appelle ça. C'est-à-dire, tiens, quand les parents nous appellent, qui nous disent qu'il y a un début de comportement de rupture. Alors, il faut que la rupture, elle soit soudaine, parce que les adolescents, ils aiment bien faire des ruptures. Hein. Donc, évidemment, c'est pas parce qu'on fait une rupture qu'on est en train d'écouter quelqu'un sur Internet de djihadiste. Mais par contre, quand la rupture est rapide, le mec, il est passionné de guitare, puis d'un coup d'un seul, il dit à ses parents, je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je n'ai pas le droit de faire de la guitare. Ou bien passionné de football, ou bien passionné de l'école. Bon, voilà, c'est quand c'est brutal, sans qu'il y ait... Parce que dans certains espaces, certains comportements sont un mode de protection. Alors, je ne sais pas si tu es tombé sur ces situations-là qui ne doivent pas te concerner par ailleurs, mais ce qu'on pourrait identifier comme étant de la radicalisation, dans certains espaces, c'est une manière de se protéger, d'être comme les autres et donc se protéger. Oui, ça peut être aussi une manière de trouver du sens à sa vie. Ça peut être aussi... Vraiment pour se protéger. Pour ne pas être différent. Comment ? Au niveau des vêtements, tu veux dire ? Voilà, pour se protéger, pour être comme les autres, pour ne pas avoir de problème, pour être vraiment comme les autres. Je pense que c'est... Enfin, il y a bien sûr les questions de protection dans certains quartiers, mais je pense aussi qu'il y a des questions de structuration de l'adolescent.
Par exemple, le djilbab est investi parfois, comme d'ailleurs le camis, de manière un peu permanente, pas que pendant la prière, pour avoir une espèce de contention. C'est-à-dire quand tu travailles avec ces filles-là pendant des années, tu te rends compte qu'elles demandaient au djilbab d'être comme une armure, une écorce pour elles, mais ça les aidait aussi à déterminer qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est aux autres, c'est quand que je veux, quelle est ma limite corporelle, comment je gère. Est-ce qu'on peut pas faire un parallèle avec, il y a une vingtaine d'années, les gothiques, les filles probablement. Et j'allais dire aussi les scarifications, c'est-à-dire que tu as aussi toute une quantité de jeunes filles, plutôt des jeunes filles que des garçons, qui vont se scarifier, c'est-à-dire se faire mal sur la peau, aussi pour montrer que elles ne souffriront pas, et ça c'est comme si ça durcissait leur carapace. Le djilbab, il était appelé mon meilleur ami par de nombreuses filles au tout début, hein. Donc il y a de la protection, mais j'ai envie de dire c'est de la protection, mais c'est plus profond que de la protection. C'est comment je gère mon corps, qu'est-ce que c'est être une femme, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est aux autres, où est-ce que commence mon intimité, où est-ce qu'elle s'arrête, où est-ce que je dis non aux autres. Donc il y a aussi toutes ces choses-là psychologiques que quand on les travaille, alors faut compter quand même 8 mois hein, pour que la jeune apprenne autrement à se protéger. Mais concrètement, tu es sur de l'analyse du discours, tu enregistres, tu analyses chez toi le soir, ou c'est plutôt, tu as une grille et puis tu coches. Non, je rigole, on n'a pas de grille. J'exagère, hein, je pose. Ouais. Non, on était une équipe pluridisciplinaire, on avait une psychologue, un islamologue, 2 repentis. En général, j'ai rouvert une association en toute discrétion pour les parents où je continue à travailler avec une psychologue, avec des anciens extrémistes, avec des mamans d'extrémistes aussi pour les parents, parce que moi je travaille toujours avec la famille et du coup on croise les regards, on analyse, c'est un peu une psychothérapie qui va déconstruire, qui va faire une rétro-analyse de pourquoi ce discours-là donne du sens à ta vie. Alors là, quand on t'a dit ça, ça donnait du sens à ta vie, pourquoi? Et qu'est-ce que tu en as pensé? Et ça t'a amené où? Et alors ensuite, comment ça s'est passé? Et si on fait le chemin à l'envers? Et alors, et maintenant? Et qu'est-ce que tu pourrais faire à la place? Etc. Bon, c'est de la psychothérapie. Si un gamin, il est là, il y a eu ce changement suite à de la discrimination. Voilà. Suite à la discrimination à différentes échelles, je l'ai dit en introduction, ça peut être lié à son physique, lié à son lieu de résidence, son emploi, etc. Et comment tu parviens à déconstruire tout ça? Parce que finalement, le mal qui l'a conduit à cette radicalisation, il existe et il existera. Oui, la première chose, c'est de le reconnaître. Parce que sur ces questions-là, quand c'est des jeunes qui ont des failles sociales, des failles identitaires, qui ont subi la stigmatisation et la discrimination à outrance, au point que ça les a fragilisés, il faut savoir qu'ils ont eu le sentiment que seul le discours du groupe extrémiste les comprenait et reconnaissait ce qu'ils avaient vécu. C'est-à-dire qu'on est aussi... Et d'ailleurs, pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles, en France, tant de jeunes ont répondu se sont engagés dans ce groupe extrémiste. C'est-à-dire qu'en France, on est quand même le pays des droits de l'homme, donc il y a une espèce de dissonance cognitive, nous aussi, hein, oui, entre notre théorie d'égalité qu'on apprend à l'école, les mêmes droits, les mêmes devoirs, etc., et la réalité, où les jeunes voient bien que dans leur quartier, dans certains quartiers, ils sont de la même couleur, sont tous au chômage, même ceux qui ont bac plus 8, etc., et que leur école a un niveau moindre que l'école de Tartampion qui habite à 10 km plus loin. Donc la construction des ghettos qui n'est pas avouée, qui n'est pas parlée, qui n'est pas nommée, et une tendance de plus en plus forte, surtout devant chaque élection présidentielle, à interdire d'ouvrir des espaces de débat qui pourraient reconnaître le décalage entre la théorie et la réalité. C'est ce qui fait qu'il y a plus d'engagés en France par rapport aux voisins européens. Alors, je ne peux pas le prouver scientifiquement, soyons clairs. D'accord. C'est un faisceau d'explications. Voilà, c'est mon hypothèse à moi, parce que je ne vois pas, si vous voulez, quand vous êtes dans le Royaume-Uni, vous savez que, enfin je vais un peu caricaturer le système des Royaumes-Unis, mais
Vous savez que si vous êtes pakistanais, si vous travaillez bien, vous serez chef de la banque pakistanaise. Si vous travaillez mal, vous serez balayeur à la banque pakistanaise, dans le quartier pakistanais. Vous n'avez pas autant d'utopie d'égalité que nous. Nous, en France, on est vraiment persuadés que on a les mêmes droits, les mêmes devoirs. C'est quelque chose qu'on nous apprend très jeune, on y croit. C'est surinvesti quand on vient donc finalement, l'école fonctionne plutôt bien, parce que c'est l'école qui nous apprend ça, et finalement, les élèves l'intègrent très bien. C'est des surintégrés qui sont partis à Daesh. Ah, explique-nous. Mais oui, mais c'est pas du tout des jeunes qui manquent d'intégration. C'est des jeunes qui ont trop cru à la promesse de la République. C'est la déception. Voilà. Et qui ont été déçus. Et quand ils arrivent et qui n'ont pas d'espace pour dire mais moi j'y crois aux valeurs de la République, mais moi je la veux l'égalité, mais moi je la veux ça, mais moi j'y crois à fond, mais la République me renvoie ça m'a empêché de faire mon chemin, etc. Je peux pas le dire. Et tout d'un coup un groupe qui soit néo-nazi, parce que c'est la même chose, un groupe néo-nazi ou un groupe Daesh pour les Maghrébins qui arrive et qui dit aux jeunes, mais bien sûr que tu as raison, mais voilà pourquoi ils veulent pas, parce qu'ils savent que tu es supérieur. Ils te font croire que tu es inférieur parce qu'ils savent que tu es supérieur, mais nous, on sait que tu es supérieur. Donc nous, on va te donner un rôle. C'est aussi bête que ça. C'est compliqué, et bon, donc tu as rempli le cahier des charges, tu nous as fait part de cette complexité. Qu'est-ce que tu proposerais au prochain gouvernement, parce qu'on aura bientôt des élections, pour changer un peu tout ça? Alors déjà, c'est malheureux de dire ça, bientôt 60 ans, hein, mais j'ai jamais eu de problème pour voter pendant toute ma vie. Mais alors depuis ce que j'ai subi, pourtant je travaillais pas avec le Front National, je sais pas si j'accepte, enfin, je sais pas dans quel. Alors attention, tu dois être un exemple positif. Parce que si les jeunes commencent à s'identifier à toi, et attention, parce que figure-toi que j'ai eu un discours similaire, très raisonné, très carré, de la part d'une personnalité, bon, je ne nommerai pas son nom, j'ai pas eu l'autorisation, qui avait un rang social très élevé, qui me disait que voilà, il sentait que pour lui-même ça devenait compliqué en France. Donc on va pas rentrer dans, on va rester positif. Oui. Hein, Restons positifs. Nous croyons à la politique et à l'authenticité de certains politiques. Alors qu'est-ce que je leur proposerais? Admettons que, allez, 5 ou 6 responsables politiques intègres, éthiques et déontologiques prennent le pouvoir. Je leur proposerai d'abord une formation absolument généralisée, une sensibilisation, quitte à avoir une campagne nationale sur la différence entre ce qui relève de la gestion du fait religieux, les droits et les devoirs. Il y a des critères jurisprudentiels, on ne peut pas manifester sa liberté de conscience comme on veut tout le temps. Il y a des limites, mais c'est une gestion, c'est-à-dire un apprentissage, c'est la gestion de la laïcité, voilà. Et puis, faire la différence entre ça et ce qui révèle un début de processus de radicalisation qui va mener à l'extrémisme violent, puisque c'est ça le terme que j'emploie maintenant, c'est-à-dire où finalement la personne perd ses grilles de référence, rentre dans une exaltation de groupe, banalise la violence et justifie l'utilisation de la violence pour tuer des gens qui ne pensent pas comme elle. Bon. Déjà, je pense que ça doit être déployé en culture commune, c'est-à-dire que on sait faire la différence entre un chrétien pratiquant et quelqu'un qui serait un néo-nazi violent. Donc, je veux dire, il faut qu'en culture commune, on puisse intégrer ça, qu'on soit prof, éduque, citoyen, voisin, publiciste, le conseiller qui fait les discours du président. Enfin bref, faut vraiment que ça rentre et que la civilisation arabo-musulmane rentre dans les programmes scolaires de façon correcte, pas l'encadrer. Mariage musulman, polygamie, l'homme choisit une ou plusieurs femmes, djihad, le musulman a le droit de tuer qui il veut. Non, c'est bon. Donc quelque chose à la hauteur de notre niveau français, quoi, quand même. C'est la honte. Bon, donc ça c'est vraiment les bases, c'est la prévention de base. Ensuite, je travaillerai beaucoup sur. Ça c'est quand même quelque chose d'important parce que quand tu as lu mon communiqué de presse, quand j'ai refusé les 600 000 euros, le renouvellement de la mission ministérielle, tu as lu la phrase l'amalgame profite toujours aux radicaux. Je pense quand même que c'est le premier mot en France. Je veux dire, on en est quand même encore à ficher les gens qui vont à la mosquée. Moi, j'explique sans arrêt aux policiers, c'est les gens qui arrêtent d'aller à la mosquée qu'il faut ficher. Parce que quand le djihadiste, il devient djihadiste, il va plus se mettre derrière un imam
qui pour lui fait du shirk, puisqu'il marche dans les rues, il voit les publicités, blablabla. Donc, c'est pas quand il va à la mosquée qu'il faut le ficher, c'est quand il arrête brutalement d'aller à la mosquée. Ça veut dire qu'il est dans un groupe parallèle et qu'il n'accepte plus de se mettre derrière cet imam, puisque plus on va provoquer des amalgames, plus on va provoquer des discriminations, plus le discours va faire autorité sur de plus en plus de jeunes qui auront l'illustration de ce que Daesh a annoncé. C'est pas pour rien que Daesh a demandé à des Maghrébins de taper en France, hein. C'était des têtes d'Arabes qui ont tapé en France. C'est pas pour rien, il y avait plein de convertis. Non, c'est des têtes d'Arabes parce qu'ils savent que ça fait monter le Front National, ça fait monter les discours politiques et médiatiques. Après, je fais aussi partie des personnes qui pensent que on doit réintroduire la complexité dans l'interprétation musulmane, dans la pensée musulmane, que c'est très pauvre. Je suis pas contre du tout travailler sur l'évolution de l'interprétation de l'islam, notamment faite par des femmes pour des femmes, tant qu'à faire, hein, pendant qu'on y est, parce que on a encore une bonne dose de... il y a beaucoup de travail à faire au sein de l'islam, hein, mais bon, sur la politique, je travaillerai déjà sur la base, sur le postulat. Sur le postulat. Bon. Eh ben, écoute, Dounia, je te remercie pour cette conférence interactive. Finalement, j'ai pas beaucoup parlé, donc voilà, je t'ai laissé t'exprimer sur un domaine assez pointu, donc tout le monde ne peut pas avoir un avis sur tout, malheureusement. Donc je te remercie et je te dis à la prochaine et tu reviens quand tu veux. Au revoir. Merci pour ton travail. Au revoir.